Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 48 de la saison 2. On continue notre série de 3 épisodes où finalement je partage avec vous mon parcours. Donc ces 3 épisodes découpés en 3 parties. L'épisode numéro 46 qui était la première partie de cette discussion autour de mon parcours, de la maternelle jusqu'à mon entrée à l'ENSI les ateliers. La deuxième partie, c'est l'épisode numéro donc 47 où je partageais avec vous mon expérience à l'ENSI les ateliers de mon entrée à l'ENSI jusqu'à mon diplôme finalement. Et là, donc on arrive sur ce 3e épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 48 où je vais partager avec vous mon parcours professionnel. Alors en préambule un petit peu, histoire de papoter avec vous, plusieurs choses que j'ai envie de vous expliquer, c'est que là, c'est un parcours que je vais surtout partager avec vous mes premiers pas dans le monde professionnel, parce que finalement c'est en cours, c'est-à-dire que ça fait peut-être 10-15 ans qu'avec ma sœur maintenant on a monté ce studio de design, mais j'apprends encore, c'est-à-dire j'expérimente de nouvelles choses. Je sais, par exemple, hier, on a eu une discussion avec ma sœur sur certains thèmes de la création et du design, comment se positionner par rapport à ça. Donc, c'est encore quelque chose qui se développe, qu'on amène à faire évoluer. Donc, c'est pas quelque chose de figé. Et je serai certainement amené à partager plein d'autres choses, à expliquer avec vous justement les difficultés qu'on rencontre et qu'on a rencontrées, etc. Donc là, vraiment, c'est surtout partager avec vous mes premiers pas dans le monde professionnel, parce que moi je sais, quand j'étais jeune et que j'ai quitté l'ENSI, c'était difficile parce qu'on sait pas trop où on met les pieds, et ça je vais en parler justement dans cet épisode, parce qu'on n'est pas, en fait on est formé à faire du design mais on n'est pas formé à vendre du design, et ça c'est très important, donc on va en parler dans la vidéo. Mais c'est surtout que j'avais YouTube, c'était les débuts, j'avais pas vraiment de vidéos sur YouTube où on pouvait parler de design, il y avait quelques documentaires mais où généralement les questions se tournaient vraiment autour de la production et pas forcément des premiers pas dans le monde professionnel. Je sais que j'avais assisté, alors j'avais lu des articles par contre dans certains magazines, à la fois papier et web, sur lesquels j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait quelques designers qui avaient partagé leurs premiers pas dans ce monde professionnel. J'avais assisté à des conférences, dont notamment une conférence de Patrick Join où je lui avais posé ces questions-là, parce que finalement quand on est un jeune professionnel, on essaye à travers le parcours de designer accompli, on essaye un peu de visualiser ce que va être notre avenir, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer, quels sont les choix qu'on doit faire. En tout cas, voilà, l'expérience des autres peuvent nous alimenter. Donc, en l'occurrence, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de partager cette expérience-là qui est d'autant plus atypique qu'on est venu s'installer avec ma sœur à Marrakech. Mais encore une fois, c'est une expérience parmi d'autres. Allez regarder, parce que maintenant, avec YouTube, moi j'ai remarqué, il y a plein de gens qui parlent de leur parcours, qui parlent de leur début, qui parlent de tout ça. Donc, allez faire votre expérience. C'est-à-dire, allez découvrir à travers différents regards ce genre de choses. En aucun cas, j'estime que mon parcours il peut vous apporter une expérience, voilà, mais c'est une expérience parmi d'autres. Donc ça, c'est chose de fait. Autre point qui est important, c'est vraiment d'aller voir les autres épisodes. Donc la partie 1 et la partie 2 de ce parcours, parce que finalement, ça vous permet de comprendre un petit peu cette évolution et d'où je suis venu, pour savoir où je vais et où je suis allé, et quel a été finalement ce choix de monter ce studio de design à Marrakech. Alors là, justement, on va parler de cette caractéristique un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il faut bien comprendre une chose, c'est que je suis né à Casablanca, d'une mère marocaine, d'où mon prénom Younes, mais mon nom de famille Duré, d'un père français. J'ai fait mes études au lycée, collège dans le sud-ouest, ça j'en ai parlé dans le premier épisode, et puis je suis allé faire l'ENSI, donc à Paris, et donc je suis venu, donc ça c'est la deuxième partie, et je suis venu m'installer à Marrakech. Alors ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais fait un stage au cours de mes études en design à l'ENSI, j'ai fait un stage au Maroc, et il y avait une chose qui était extraordinaire, c'est que j'avais eu l'opportunité de travailler sur un hôtel, donc faire du design d'espace, mais j'avais surtout travaillé avec les artisans marocains de Marrakech, de la région de Marrakech, un peu de Fès, mais surtout de Marrakech. Et c'était juste extraordinaire, c'est un rêve, c'est-à-dire vous êtes designer, vous avez en face de vous des gens qui maîtrisent la matière, qui ont un savoir-faire extraordinaire, et vous qui avez envie d'exprimer vos idées et de matérialiser vos idées,
les imprimantes 3D, je vous parle de ça parce qu'on a monté notre société avec ma sœur en 2005-2006. Les imprimantes 3D coûtaient une fortune à l'époque. Elles n'existaient pas pour pas le grand public, mais on va dire voilà, à des prix relativement abordables. Ça n'existait pas. Et puis tout simplement, quand j'ai monté ma boîte, j'avais juste pas les moyens d'acheter une imprimante 3D, même pas chère, et même d'occasion. Donc voilà, c'était vraiment les débuts, quoi. Mais les artisans étaient disponibles, étaient là, et c'était vraiment très intéressant. Et d'autant plus que l'impression 3D a ses limites, et que finalement, la connaissance de la matière, elle se fait par les gens qui la manipulent, donc les artisans. Il y avait une autre chose qui était extraordinaire à venir s'installer au Maroc, c'était une croissance économique qui était très intéressante. Alors là, c'est ma sœur qui a fait cette analyse, et souvent, même encore aujourd'hui, dans notre studio design, c'est ma sœur qui fait ce travail d'analyse, parce que, voilà, elle a fait des études dans la finance, dans l'économie, donc elle est plus affûtée pour voir ce genre de choses. Et je dis qu'elle avait un peu prédit ce qui allait se passer en 2008 avec la crise de 2008, et elle avait vu que le Maroc était en pleine croissance. Et étant de double nationalité, on s'était dit c'est très intéressant d'aller s'installer là-bas parce que voilà, on va participer à cette économie-là. Et il y avait aussi un autre point, c'est que non seulement la croissance était là au Maroc, mais en plus de ça, la qualité de vie est absolument extraordinaire. Alors pourquoi la ville de Marrakech particulièrement? Parce que c'est une ville internationale, elle a un rayonnement international, et puis en plus de ça, c'est une ville qui est extraordinaire. La plage Emrefna, les gens, les Marrakechis sont incroyables, c'est des viviers créatifs. Vous sortez dans la rue, vous regardez ce qu'ils font, la façon dont ils le font, etc. Ils ont une ingéniosité innée qui est fascinante, et d'ailleurs qui est pleine d'humour. C'est ça qui est extraordinaire. Donc moi, je sais que dans les moments où c'est un peu difficile, où le boulot, c'est compliqué, il y a plein de choses à faire, on se sent un peu dépassé. Tu vas faire un tour sur la place, tu vas manger des brochettes, tu reviens de là, tu es chargé comme un dingue, parce que l'ingéniosité des Marrakechis, l'intelligence, cette qualité de vie dans le relationnel, dans l'humain tout simplement, parce qu'il y a une disponibilité, il y a une facilité qui est extraordinaire de discussion et d'échange. Parler avec les artisans, c'est incroyable au Maroc. Je fais la promotion de Marrakech là en l'occurrence, mais au-delà de l'idée qu'on peut avoir d'une ville touristique, dans l'idée d'y vivre, pour un créateur, ou un créatif, dans le sens où vous aimez la production d'idées, vous êtes que vous soyez un artiste ou un designer ou je sais pas quoi, c'est fascinant d'être à Marrakech. C'est fascinant, c'est vraiment génial. Et par contre, la chose, c'est que quand on est venu s'installer, qu'on a monté notre studio de design, donc c'était en 2005-2006, juste après mon diplôme, parce que on a tout de suite monté notre agence, donc j'avais 25 ans. Finalement, le design n'était pas totalement identifié comme un métier. C'est-à-dire, il est évident que le design graphique ou le fashion design étaient des choses bien établies au Maroc, la décoration aussi, mais le design produit en tant que tel qu'on l'a défini dans des épisodes précédents de Mes Bricolos, design d'espace, d'environnement, design sonore, etc., c'était pas identifié comme un métier, c'était assez compliqué, c'est-à-dire que tout était un peu mélangé, design était mélangé avec plein de choses, donc c'était pas forcément très évident d'arriver avec un vrai positionnement. Et avec ma sœur, surtout ma sœur dans ce travail d'analyse, avait bien compris que c'était un challenge, parfaitement compris que c'était quelque chose qui était problématique. Donc là, je vais vous présenter mon site internet, mais pour bien comprendre un petit peu donc ça, c'est le site internet qui est actuellement en ligne, mais je pense que là, dans les quelques mois à venir, il y aura le nouveau site internet, mais peu importe, parce que même si vous découvrez cette vidéo et que vous tapez le site internet et que vous allez le voir, et c'est le même principe, c'est juste que l'interaction va être différente. Mais une des premières choses que ma sœur a fait, c'est de travailler sur le savoir-faire, c'est-à-dire dans la page... Une des pages de notre site internet, c'était vulgariser un petit peu le métier du design parce que c'est complexe, et essayer de pouvoir l'expliquer de façon
qui soit plus lisible, c'est-à-dire plus compréhensible, parce que franchement, ça devient très complexe. Qu'est-ce qui est du design? Qu'est-ce qui n'est pas du design? Quels sont les différents métiers du design? Pourquoi on parle du design? Pourquoi le design est technique? Quels sont l'apports du design par une entreprise? Donc elle avait étudié tout ça, elle avait trouvé des chiffres, elle avait trouvé plein de choses. Et c'est rare hein, de trouver sur un site d'agence une analyse économique, une analyse du métier, une analyse du savoir-faire, des compétences. Expliqué comme ça. Si vous allez sur un site d'agence et studio de design, généralement, vous n'avez pas cette page. Vous avez la présentation, donc la biographie, la présentation de la boîte, puis après vous avez les projets, vous avez un bouton contact. Mais là, il était important pour nous d'expliquer justement un petit peu qu'est-ce que le métier du design, qu'est-ce qu'il apporte, quelle est la plus-value du design, etc. Et ce document qui a été écrit, ma sœur l'a écrit en 2006, c'est encore un document qu'on utilise aujourd'hui, qu'elle a actualisé bien évidemment, mais qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'était la première chose, c'était clarifier pour les entreprises marocaines un petit peu le métier du design, qu'est-ce que c'est. Et puis l'autre chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté un blog, donc ça, je l'avais conçu, mais elle a eu l'idée, hein, c'est elle qui a eu l'idée hein, complètement d'acheter le nom de domaine designmaroc.com, et à travers ce site internet, d'ailleurs, si vous regardez... ah merde, j'ai ma tête qui est devant. Alors attendez, je vais enlever ma tête 2 secondes. Si vous regardez à ce niveau-là, c'est Mia Duré hein, qui propose en fait tous ces articles, donc elle sélectionne des projets, et l'idée... c'est de parler de plein de projets, c'est-à-dire de projets différents, qui sont des projets de créateurs, de designers, mais à chaque fois de les expliquer sous l'angle du design, c'est-à-dire de dire, ben là on est sur du fashion design, là on est sur de l'artisanat, là on est sur du design produit, design industriel, là, etc., etc. Donc elle parle des événements, elle parle de tout ça, et vraiment l'idée c'est à travers... des articles où on parle de projets, expliquer le métier du design et avoir un discours pédagogique et en fait finalement vulgariser ce métier et vulgariser la compréhension du métier du design en l'expliquant facilement. Alors autre chose qu'elle a mis en place qui a très bien fonctionné, ça elle a mis en place un peu plus tard, mais parce qu'il fallait d'abord faire fonctionner le studio design et le mettre en place, c'est les créatifs africains. C'est-à-dire qu'elle a mis en place justement les créatifs africains qui sont... Alors ça, c'est les membres des créatifs africains, mais il y a une page Facebook parce qu'elle a monté un groupe. Donc là, sur Design Maroc, on est 363, mais sur le site sur Facebook, on est plus nombreux, hein, on est 6000. Donc je vous conseille d'aller vous inscrire aux créatifs africains. Et l'idée en fait des créatifs africains, ben, c'est dans le titre, hein, c'est de se retrouver dans une plateforme d'échange. Et je sais qu'il y a plein d'artistes, créateurs, designers qui ont trouvé des opportunités professionnelles à travers ce groupe. Donc c'était essayer vous venez, vous partagez votre travail, vous l'expliquez, d'autres sont là pour le commenter, pour vous donner leur avis personnel, mais aussi il y a des professionnels, des fabricants, des marques qui sont là et qui sont prêts à soutenir cette création. Et dernièrement, je sais que, par exemple, ce créateur marocain va être exposé en Chine, a été sélectionné. Donc c'est pour vous dire un petit peu, voilà, que c'est une réalité. C'est-à-dire, c'était vraiment vouloir donner l'opportunité à travers une plateforme de partage aux créateurs de pouvoir s'exprimer. Donc si je vous montre ça, c'est parce que finalement... ça a été très important de communiquer sur le design. Qu'est-ce que c'est que le design? Parce que quand on est arrivé au Maroc, on a compris qu'il fallait être identifié et qu'il fallait comprendre ce que déjà était le métier. Donc on a fait vraiment ce travail entre le site internet Design Maroc, les créatifs africains. C'était au-delà simplement de travailler et de faire le design et d'être designer, c'était faire la promotion du design, faire la promotion des créateurs et des designers, parce que c'est aussi une chose que j'explique, plus on est de designers, plus le marché, plus il va y avoir des opportunités. Parce qu'on va se dire, ah tiens, il y a un vivier créatif au Maroc, c'est intéressant, donc on va aller voir les créateurs marocains. Puis après, chacun a son style, chacun a son approche du design, donc les marques peuvent facilement choisir parmi les créateurs qui leur sont disponibles. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc c'était valoriser ce travail-là. Donc ça a été quelque chose qu'on a fait au début. C'est-à-dire, c'était vraiment essayer de
Voilà, vous l'avez compris, c'est essayer de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans l'équipe, c'est ma sœur et moi. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai expliqué un petit peu parce que c'est une entreprise familiale. Et finalement, hein, ces vidéos de mes bricolos ont aussi pour volonté de partager avec vous ce travail de design. D'accord? Et puis après, moi, de mon côté, donc là, on va remonter à travers tous les objets. Ça, c'était donc mon projet. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo précédente de mes bricolos. Mon projet de diplôme, c'est-à-dire le mémoire qui a posé la base de la réflexion que je développe encore aujourd'hui, le tricycle Bellec, qui a gagné le prix international du design de Saint-Étienne. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, déjà, ce travail avec ma sœur sur la réflexion du design, ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que j'avais été formé à manipuler les idées et à formaliser mes idées, mais je n'ai pas été formé à vendre mes idées. Combien ça coûte, comment on gère un contrat, quelles sont les différentes clauses sur lesquelles il faut faire attention, de collaboration avec des entreprises, toutes ces questions-là. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, quand on fait une école de design, on vous apprend ce genre de choses, mais moi, à l'époque, ce n'était pas le cas. On n'était même pas sensibilisé à ça. J'avais passé 5 années à manipuler les idées et à manipuler des concepts et à formaliser des idées et des concepts. Mais après, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, j'étais incapable d'évaluer combien coûtait ma prestation. Incapable. Comment faire un devis ? Comment émettre une facture à partir d'un devis, les relances de paiement, tout ça, c'était des choses dont je n'étais absolument pas sensible. Et je sais que ça a même eu des éléments de friction parce que certains prix que pouvait m'annoncer ma sœur sur la prestation qu'on pouvait offrir étaient énigmatiques pour moi. C'est-à-dire, je ne les comprenais pas. Et elle avait raison, hein, de toute façon, mais sauf que je ne les comprenais pas, tout simplement. Donc ça, c'est une vraie lacune et j'encourage donc tous les jeunes créateurs qui regardent cette vidéo de commencer à s'intéresser à ça et de dire si je veux ouvrir mon entreprise, mais même si je travaille dans une agence, c'est de savoir quels sont vos droits, comment fonctionne la propriété intellectuelle dans le pays dans lequel vous exercez votre métier, comment protéger ses idées, comment faire un contrat, comment faire un devis, une facture, enfin vous avez compris, c'est-à-dire tout l'aspect qui est défini comme étant sale par certaines formations du design parce que ça les intéresse pas, parce que dès qu'on parle d'argent, c'est sale, alors que finalement, votre existence dépend de votre compréhension et de votre qualité à proposer le prix qui est le plus cohérent par rapport à votre prestation. Voilà, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le début, en fait, j'ai créé des projets parce que ça aussi... C'est l'autre chose que j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, à savoir les 3 grands piliers qui permettent, en tout cas de mon point de vue, de vous donner des opportunités. C'est si vous êtes créatif et que vous avez envie... hop, ça a coupé, excusez-moi, j'ai un réveil qui s'est mis en place. Mais bon, c'est pas grave. Hein, mais on va continuer parce que c'est intéressant. Et puis ça, c'est les aléas. Je fais une vidéo en live comme ça. Donc de toute façon, ça peut un peu couper, c'est pas très grave. Donc... c'est justement cette curiosité, la capacité d'être curieux des choses, donc de vous intéresser, mais aussi la persévérance, l'obstination et la capacité à produire. Et ça, c'est une chose parce qu'au début, je vous explique, pendant quasiment 1 an, on n'a pas eu une commande d'un client. Donc en fait, on n'avait pas de rentrée d'argent. Donc on faisait des événements, par exemple j'ai fait Maroc Design 2006, je suis parti acheter mon costume parce que j'en avais pas à Marjane, qui est l'équivalent de Carrefour, quoi, parce que j'avais pas d'argent pour acheter un costume. Donc je suis allé dans un supermarché, ils faisaient des costumes, pas de très bonne qualité mais qui faisaient l'affaire. J'ai acheté ça vraiment pas cher et je suis allé à l'événement pour pouvoir être présentable et présenter mes créations. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais travaillé sur des créations, dont notamment la théière Bildy, j'avais travaillé sur le meuble Zélie, j'avais travaillé sur la chaise Pouf, sur la chaise Atlas, tous ces projets-là, et j'ai pu les présenter. Et ce qui s'est passé, c'est que le Zélie a vraiment bien fonctionné. En plus, comme j'avais gagné le prix de la Biennale de Saint-Étienne, avec le tricycle, mon projet de diplôme que j'avais présenté. Et pour le coup, ça c'est ce que les écoles, ce que l'ENSI m'a permis de faire, c'est de faire une maquette, un prototype, parce que c'est l'ENSI qui l'avait payé à l'époque. Ben, ça m'a permis d'avoir un objet que je pouvais présenter. Donc de pouvoir le montrer et donc de pouvoir montrer un petit peu
le travail que je réalise, parce que c'est difficile de juger une idée, mais par contre, une fois qu'elle est matérialisée, là, on comprend ce que ça implique. Donc, on peut plus facilement s'identifier et on a plus facilement la possibilité de contacter des professionnels, de contacter des marques et des industries. Donc, le meuble Zélie, c'est un des objets que j'ai créé justement en comparaison, c'est-à-dire sur la même logique que le tricycle Bellec. Et lui, il a bénéficié d'une diffusion médiatique qui m'a dépassé. C'est-à-dire en quelques mois, ça a fait vraiment, mais je vous jure, hein, ça fait le tour de tous les sites internet de déco, de design, etc. C'était incroyable. J'étais surpris par l'impact que ce meuble a eu. Et après, forcément, on attire l'attention et des marques sont venues me rencontrer. Et là, ce qui est génial, et je vais en parler parce que vraiment, il a été très important, c'est cette marque Baudor qui est une marque de semences marocaines. Et c'est le premier à m'avoir fait confiance. Grande marque, jeune, il reprenait l'affaire de son père. Il avait 28 ans à l'époque où il a retravaillé l'identité de la marque. On l'a travaillé ensemble et ça a cartonné. Et il m'a donné l'opportunité de travailler sur un projet design. J'ai fait le packaging, j'ai fait pas mal de choses. On n'était pas encore tout à fait dans le produit, mais on était dans l'identité, on était dans le positionnement. Donc c'était vraiment déjà le début du design thinking alors qu'il n'existait même pas. Et toujours avec ce travail d'analyse de concept avec ma sœur. Et puis après, moi, je formalisais tout ça pour le rendre réel. Donc ça, c'est voilà un professionnel, une marque au Maroc qui m'a soutenu, qui a vraiment participé. Il faut bien comprendre une chose, hein, c'est les clients qui vous accompagnent et qui vous soutiennent ont une importance très importante parce que ont une importance majeure parce que vraiment c'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai pu évoluer. Autre personne majeure qui m'a soutenu, c'est quand en 2008, j'ai fait ce restaurant. Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Marcel Schiss, donc, qui était le propriétaire du Comptoir, qui est une institution à Marrakech, j'avais 28 ans, il avait vu le meuble Zélie, d'accord, donc il m'a contacté, il ne savait pas qui j'étais. Et quand je suis arrivé avec mon ordinateur, il m'a dit « Mais vous êtes qui ?» J'ai dit on a notre rendez-vous. Il m'a dit « Mais vous êtes Younes Duré ou vous travaillez pour lui ?» J'ai dit « Non, c'est Younes Duré. » Il m'a dit « Mais vous êtes jeune. » C'est-à-dire il n'avait pas du tout... j'avais pas du tout l'image qu'il s'était fait du designer qui avait fait le meuble Zélie. Et bien pourtant, il a cru en moi. Et là, on arrive à l'élément central, c'est que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente où justement, c'était la conférence que j'avais fait à l'Institut français de Rabat, qui est l'épisode numéro 35 de la saison 2. Mais là, je vais vous l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode. C'est qu'en fait, quand vous rencontrez un professionnel, une marque, mais souvent qui est incarnée par une personne, c'est qu'il faut que vous apportiez une vision. Une vision avec des compétences techniques suffisamment solides pour le rassurer sur le fait que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout du projet. Parce que pour lui, c'est important. Ça, des fois, même son entreprise en dépend. C'est des investissements qui sont énormes. Je me souviens, je ne peux pas le dire, mais je me souviens de l'investissement pour le Hasard et pour le Hanout. À 28 ans, quand on sait qu'il y a une entreprise qui met autant d'argent pour développer son projet et que voilà, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, savoir qu'il le met entre les mains. Alors bien sûr, ils ont leur savoir-faire, mais la place du design dans un restaurant, c'est hyper important. Savoir qu'il le met entre les mains d'un jeune designer de 28 ans, il faut que vous soyez au niveau, en tout cas que vous soyez capable de proposer suffisamment de connaissances techniques, de formalisation pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ce projet-là et pas vous sentir dépassé. Et ça, c'était vraiment... voilà, il faut y aller, mais en faisant confiance, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est qu'il a adhéré à une vision. C'est-à-dire je suis arrivé avec une vision, j'avais pas une idée précise de ce que j'allais faire, ni pour le restaurant Hasard, c'est ce projet-là, ni pour le Hanout, mais j'avais des intentions, c'est-à-dire j'avais une vision, et il a adhéré à cette vision, il m'a soutenu. Et ça, c'est très très important, parce que vous allez rencontrer des clients qui vont... c'est ce que je dis... la créativité, vous arrivez... La question que les clients me posent le plus, c'est « Mais est-ce que ça va marcher ?» Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous allez faire? Mais quand vous êtes au début d'un projet, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous ne savez pas, parce que ça participe à une étude complète, très, très, très importante. Nous, ce qu'on appelle dans notre entreprise le cahier d'idées, on passe quasiment 2-3 mois d'analyse avant même de commencer à formaliser. Donc c'est énormément de travail qu'on fait avec ma sœur sur justement cette partie d'analyse. Et après, on formalise. Donc au début, quand vous avez un client, vous ne pouvez pas lui répondre à cette question.
mais vous le rassurez sur votre maîtrise technique, mais aussi sur votre vision, c'est-à-dire votre vision en tant que créateur. Et quand il soutient cette vision, c'est-à-dire quand il y croit et qu'il vous porte et qu'il vous donne les moyens de développer cette vision créative que vous avez, alors là, vous vous exprimez complètement et totalement. Mais c'est pas évident, hein. C'est très compliqué parce que des fois, il y a des doutes, il faut le rassurer. Puis même vous travaillez, vous expérimentez. Alors, il y a une chose qui est amusante, c'est que juste avant le projet du Hanout, j'avais développé le fauteuil Pouf. J'avais travaillé sur ce fauteuil et justement, je l'avais travaillé juste avant, donc je l'avais repris pour le projet du Hanout et j'en avais dessiné une nouvelle version. Donc là, vous le voyez. Et ce qui s'était passé, c'est que une des choses qui me tenait à cœur, c'est que ce soit fonctionnel, ergonomique et surtout solide. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des artisans, c'était compliqué de faire des assises qui soient légères. Alors là, vous le voyez sur la photo du restaurant. C'était compliqué de faire des assises qui soient légères parce qu'on travaille avec du métal, on ne travaille pas avec de l'aluminium. Donc le métal est tout de suite beaucoup plus lourd que l'aluminium. Vous voyez, là, c'était des coques en résine. Donc la résine aussi, on travaille sur des moules. Donc on mettait de l'épaisseur. Mais par contre, une chose que je voulais, c'était que ça soit solide. Et là, la semaine dernière, je suis allé voir justement le propriétaire. On a mangé ensemble avec une amie. Et on a réalisé que sur la centaine de chaises qui ont été faites, il y en a 3 qui se sont abîmées. Mais depuis 14 ans, il n'y en a pas une qui... Enfin, à part les 3 qui se sont abîmées, je crois qu'il y en avait 140 chaises. À part les 3 qui se sont abîmées, les autres ont parfaitement tenu. Les coques n'ont pas éclaté, elles ne se sont pas déformées, les pieds ont parfaitement tenu. Et ça, quand on voit la manipulation qu'il y a dans un restaurant, c'était une des choses qui me tenait à cœur, c'était faire quelque chose qui tienne dans le temps. À la fois sur le plan esthétique, sur le plan de l'appréhension de l'espace, mais aussi sur le plan ergonomique et fonctionnel. Et si vous allez au hasard aujourd'hui à Marrakech, il a quasiment pas changé. Du concept qui a été établi au début. Donc ce que j'essaye de vous montrer à travers ces projets, après je pense que sur d'autres projets, je vous montrerai un petit peu les différents... Ah mince, encore une fois. Ouais, pardon, hein, ça a encore coupé. J'ai un réveil qui se met en place parce que j'ai des petites habitudes et je mets des réveils, donc ça coupe mes vidéos. Super, hein, you. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on s'est en direct, on s'en fout, on le fait entre nous. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est de partager tout ça avec vous. Donc cette vidéo va être plus longue parce que c'est la dernière vidéo de cette série de mes bricolos. Et vraiment, ce que j'essaye de vous montrer, c'est encore, et ce parcours est en cours, hein, c'est pas fini, on continue à travailler, mais plus vous avez une vision pour laquelle vous êtes convaincu, plus vous portez cette vision, parce que c'est ce que je dis, la création, c'est pas une science, hein, c'est quelque chose, c'est de l'expérimentation. J'en parlais hier avec un client, justement, je disais, mais c'est que de l'expérimentation. Et dans l'expérimentation, des fois, on se trompe. L'astuce, c'est de toujours réajuster pour trouver les bonnes solutions. Voilà. Mais quand vous portez cette vision et que vous êtes intimement convaincu de cette vision, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à développer et vont croire en vous, à cette vision, d'autres avec qui ça va être beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué, mais c'est toujours apporter de nouvelles solutions. Et finalement, ben voilà, on travaille avec des clients prestigieux, on travaille avec des clients qui sont incroyables, qui soutiennent votre création, avec qui ça a été plus ou moins dur, mais toujours dans ce challenge de proposer des innovations. Et on évolue par rapport à ça. Voyez, donc c'est ça qui est très important. Et en fait, finalement, c'est là-dessus que je voudrais terminer cette série de trois vidéos, de 3 parties de mon parcours. Et je vous dis, vous avez mon site internet, vous pouvez aller voir mon site internet si vous voulez aller plus en détail dans les choses, voir les projets, etc. Puis je serai amené à faire d'autres vidéos sur certains thèmes, sur certains sujets, sur certaines difficultés que j'ai rencontrées, solutions que j'ai trouvées, etc., etc. Là, c'était pour vous parler surtout un petit peu de l'amorce. Donc ce que je vous dirais en synthèse de ces 3 épisodes, de ces 3 parties, c'est vraiment la curiosité, l'obstination
La production, c'est vraiment là-dessus que vous devrez... moi, en ce qui me concerne et mon avis, et si je peux vous donner un conseil, c'est ça, c'est soyez curieux des choses, remettez en question tout ce qui se passe autour de vous, réinventez votre quotidien, persévérez, obstinez-vous, même si à un moment donné vous vous trompez, vous aurez appris des erreurs que vous avez faites et vous réajusterez en fonction. C'est très important, la création, c'est que ça, c'est que de la persévérance. Et comme vous portez une vision, certaines personnes vont croire en vous, d'autres ne croiront pas du tout en vous et vous mettront nos bâtons dans les roues parce que je vous dis au début, ça n'a pas du tout été évident. Encore aujourd'hui, on se retrouve devant des difficultés qui sont ubuesques. Et après, l'autre chose, c'est la production. Produisez, faites. N'attendez pas qu'on vous propose, n'attendez pas que vous ayez des opportunités. Créez des opportunités en produisant du contenu. Voilà. Et vraiment, il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à faire ces épisodes de Mes Bricolos, moi, me mettre devant une caméra, parler de ça, je l'ai jamais fait. Mais je me suis dit, je vais essayer, je vais le faire, et je vais surtout partager cette passion que j'ai pour l'objet, pour la création, échanger avec vous et justement continuer à fournir, à donner, à partager ce discours autour du design et à questionner le design. C'est ce que je dis, je veux pas que ça soit monté, je veux pas que ça soit coupé parce que mon seul objectif, c'est de le partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ces 3 parties et ces différents épisodes vous ont plu. Franchement, ça reste du boulot tout ça et ça reste quelque chose que je fais dans l'idée de le partager avec vous, mais vous postez des commentaires, vous imaginez pas, ça m'encourage beaucoup. Alors si vous avez regardé cette vidéo, ça fait 30 minutes, c'est super, donc vous arrivez jusque là, mais ça m'encourage vachement. Vous likez, vous mettez un pouce, vous mettez un commentaire, vous partagez cette vidéo, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, etc. Franchement, c'est bien parce que ça m'encourage à continuer, ça me montre qu'il y a un intérêt pour ça, et chaque fois qu'il y a un commentaire, j'y réponds. Chaque fois qu'on me pose une question, j'y réponds. Quand je vois que quelqu'un s'est abonné, je trouve ça super, ça me fait chaud au cœur. Donc continuez, n'hésitez pas. Et la prochaine vidéo de Mes Bricolos, le prochain épisode, je vais partager avec vous les outils que j'utilise. Ça peut être intéressant, surtout que à la rentrée de septembre, pour ceux qui font de la création, donc là ce sera plus pour les créateurs, ce sera plus pour les designers, pas que, mais ceux qui sont dans le métier de la création. Je vais partager avec vous les outils, les logiciels, le matériel que j'utilise. Voilà, sinon je vous laisse avec les vidéos qui sont ouvertes à côté de vous. Donc ce sont l'épisode 1 et l'épisode 2, et je vous laisse avec ces épisodes. Quand je dis ça, c'est-à-dire partie 1 et partie 2 de mon parcours, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslema à tous, bye bye les gars.